Alors, ce que je vous propose, c'est on va démarrer. On accueillera petit à petit ceux qui vont arriver, j'imagine, jusqu'à 14h10. En général, c'est ça. Donc, écoutez, on va d'abord faire connaissance. On est en train de le faire pour me présenter rapidement. Donc voilà, Questio. Je vais juste revenir sur le slide d'avant. Notre métier, a beaucoup évolué. C'est bien le sujet de ce webinaire. Aujourd'hui, on se présente et on est expert en coaching commercial et marketing. On parle aussi de coaching commercial 360. Donc ça, c'est pour la société. Donc je suis le CIO que j'ai créé en décembre 2005, donc tout début 2006. Pour me présenter en résumé, et pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que quand on est entre pairs, c'est toujours intéressant de voir les différentes trajectoires. Donc, me concernant, en fait, j'ai commencé après une école supérieure de commerce et des études que j'ai terminées au marketing international de Nivea un diplôme d'école de commerce. J'avais travaillé en Allemagne et j'ai commencé en 94 sur des fonctions commerciales chez Unilever, puis en management commercial dans le secteur de la presse. Donc, j'ai eu 2, 3 expériences en très peu de temps. Je m'embêtais assez vite, mais j'ai toujours été dans les fonctions commerciales au démarrage. Et puis en 2000, en réalité, allez, mi-99, fin 99, je crois, je suis rentré dans un cabinet filiale du groupe Altran, qui était un petit cabinet. On était une vingtaine de personnes, petit par rapport à l'expérience d'après en tout cas, dans la formation et le conseil, et déjà tourné vers la performance commerciale pour l'ensemble des managers et l'ensemble des filiales du groupe Altran. Et pour ceux qui connaissent le groupe Altran, dans les années 2000, c'est une structure qui faisait des croissances très fortes et qui donc était beaucoup aidée sur sa partie consulting et formation. Et puis, grâce au boom d'Internet, je suis rentré chez PwC, donc PricewaterhouseCoopers Consulting, qui a été racheté après par IBM. Et donc, de 2001 à 2005, j'ai appris le métier du consulting avec un Big Five, chez un Big Five. Je dois dire que c'était une expérience hyper riche. Pendant ce temps-là, on accueille CM. Donc, CM, je ne sais pas quel est le prénom, mais en tout cas de la société Cedroc. Cédric, expérience client et prospect en multicanal, conseil, MOA et change. OK. Et puis, je reviens sur mon parcours. Début 2006, après un passage de l'ensemble des équipes Price Monde Consulting chez IBM, 90% de départ des consultants Price en 3 ans qui était dans la structure IBM. Donc une fusion qui, en tout cas en termes de people, a eu du mal à fonctionner. Je faisais partie de ceux qui sont partis au bout de 2-3 ans. J'ai démarré en indépendant et comme ça marchait bien, début 2006, j'ai créé la structure Questio avec 2 périodes. Une période d'un modèle de conseil classique. Donc, ce que j'appelle un modèle de conseil classique, pour moi, c'est typiquement un modèle pyramidal avec des consultants qui ont différents niveaux d'expérience. Donc, on va dire simple, consultant junior, confirmé, senior, avec des managers, des directeurs et des associés. Donc, évidemment, au début, j'ai démarré, on était sur une structure légère, et puis on est monté comme ça une vingtaine de personnes dans un modèle classique. Et puis en 2016, j'ai activé une transformation profonde, ce que dans le monde des startups on appelle le pivot. Donc j'ai pivoté. Et ce qui est proposé aujourd'hui par Questio, à part le fond, la mission, sinon le reste a profondément changé. L'idée de ce partage, c'est donc de zoomer sur ce qui s'est passé depuis 2016-2017 pour le partager avec une vraie envie de ma part d'en faire profiter un maximum de sociétés de conseil parce que je crois vraiment que ce métier passionnant pourrait être vécu très différemment. Donc, j'espère que vous allez pouvoir, dès ce webinar, avoir quelques clés pour cette transformation. Alors, certains l'ont déjà fait. J'aurais bien voulu savoir si vous pouvez compléter dans le chat avec quelques informations complémentaires vous concernant pour ceux qui sont présents aujourd'hui. Donc, depuis combien d'années dans le métier du conseil? Donc, depuis combien d'années vous êtes en accompagnement, en prestation, vous et ou vos équipes auprès des entreprises? Quel type de conseil certains d'entre vous avaient déjà répondu? Et puis, quelle taille de société, quelle taille de cabinet de conseil vous avez? Est-ce que vous êtes 2, 5, 10, 30, 200? A priori, on est entre sociétés aujourd'hui entre 1 et 200 consultants, mais ça m'intéresse de le savoir. Donc, je vous invite à répondre dans le chat
c'est à vous pour que je puisse partager avec vous tous, qu'on se connaisse un peu en mode webinar, hein. Donc Anaïs, depuis 12 ans dans le conseil et en cabinet depuis 27 ans, conseil en RSE et 52 ETP dans le cabinet d'Anaïs. Laurent, 30 ans dans le conseil, audit puis chasse de tête puis management de transition. Ok. Marc, ça fait 11 ans, société de 10 personnes, 12 ans pour Jean avec 6 consultants. Ok, super. Arabelle, pardon, 20 ans, cabinet de moins de 2 personnes. Il manque quelques mots. Mais en gros, aujourd'hui, vous êtes 7 et c'est du conseil RH. Sébastien, depuis 7 ans dans le conseil avec 14 personnes. Cyril, ça fait 10 ans, 15 ETP en cybersécurité. François, 25 ans dans le conseil en management, fiscalité, finance. Dans un ancien cabinet, il y avait a priori 1500 ETP équivalent. Cédric, ça fait 6 ans. Vous êtes 3 personnes plus des freelances pour un équivalent de 600K. Hélène, dans le conseil depuis 1 an et demi, en indépendante. Maestrium, 8 personnes, 6 associés. 8 personnes, 6 associés, 2 services support. Donc en fait, il y a un cabinet d'associés, donc forte expertise. Régis, 35 ans pour l'entreprise, 45 personnes. Ok, intéressant. L'idée aussi, c'est que vous voyez ce qu'on a en commun. Et pour ça, ce sera intéressant parce qu'on va pouvoir partager par la suite des évaluations finalement de nos sociétés. Et c'est intéressant que vous sachiez que c'est tout à fait comparable. Vous êtes sur des tailles et des expériences et des situations qui, pour la plupart, se ressemblent. En nombre de consultants, voilà, avec quelques exceptions, on va dire qu'il doit y avoir une moyenne autour de 10-15. Bon, Salim, 300 consultants, donc là, il va nous faire basculer la moyenne du côté d'un nombre plus élevé de sociétés de consultants. Mais voilà, ok, merci pour ces éléments. Donc ça nous permet, entre les secteurs d'activité qu'on a cités tout à l'heure, la taille de cabinet, vos années d'expérience, d'avoir des points de référence. Donc donc c'est très intéressant. Merci pour ça. Vincent, et puis après je me remets sur les slides, mais juste pour commenter, 30 collaborateurs depuis 20 ans et création de la filiale depuis 3 ans sur DPO. Ok, et conseil en conformité et sécurité, ça marche. Alors, écoutez, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, elle démarre elle démarre fin 2015, début 2016. Le cabinet de 2006 à 2016 s'est plutôt bien développé, comme je le disais, donc 20 personnes, à peu près 2,5 millions. En 2015, une très belle année en termes de résultats. Et en 2014, pardon, et 2015, constat d'un accroissement du nombre de people, mais un résultat qui, lui, s'est tassé. Et donc, ça faisait quand même depuis les années 2000 que j'étais dans ce métier, et je sentais qu'il y avait des choses la fibre entrepreneuriale se développait, et la fibre consultant en tant que métier était toujours présente, mais par contre, la vision sur le business était assez sévère de ma part. Je commençais à être assez fatigué des courbes qui se croisaient de manière incessante entre recrutement, formation de consultants, vente de projets, production, et la recherche finalement d'un point d'équilibre permanent qui finalement était extrêmement difficile à trouver et avec un facteur un peu chance qui me déplaisait fortement parce que la chance, c'est pas prédictible. Un modèle qui était quand même et là je vous parle de Questio, hein, un modèle qui était très orienté, très dépendant des people. En gros, on était 3 associés à ce moment-là, il y avait 2 directeurs et les 3 associés ont porté 70% de la vente. Si on rajoute les directeurs, on était à 90%. Et puis les consultants ils détectaient quelques ventes additionnelles. Et donc on peut même pas parler de chaîne marketing et commercial. On avait un service support avec du support admin et finance, un service communication avec une personne, et tout le reste, c'était de la vente intuitu personnel, vraiment dépendante du fonctionnement de notre rapport, je dirais, au client et à notre réseau. Je dirais que c'était comme beaucoup de cabinets de conseil, et j'imagine que certains se retrouvent dans quelques éléments de ces lignes déjà, finalement, comme un cabinet d'avocats, comme un cabinet d'expertise qui s'appuie sur des talents d'individus.
Et puis, du coup, une offre qui était vraiment tournée sur le sur-mesure. C'est-à-dire que même si on était sur le même métier, qui était la performance commerciale et marketing, on avait à chaque demande des clients la production d'une proposition, les rendez-vous lors de cette proposition, la présentation d'une démarche, et puis tout un cycle de vente qui peut prendre 2, 3, 4 mois parfois pour aller vers cette logique de la vente d'une mission. Alors, on était très, finalement, en bon père de famille, je dirais que la situation était finalement assez c'était OK, c'est-à-dire qu'on n'avait aucun problème pour faire du résultat, même s'il n'était pas très élevé. Tout se passait bien, mais mollement. Mollement, et ma fibre d'entrepreneur se développait avec les années, et finalement, je n'y trouvais plus mon compte en termes de business. Le métier était génial, mais le business en lui-même, comme a pu le dire Oussama Hamar, notamment dans certaines conférences, il n'y a rien de pire à scaler qu'une boîte de conseil. J'étais d'accord avec lui. Et à ce moment-là, j'ai commencé à chercher des idées et voir comment on allait pouvoir se développer. Donc finalement, les 6 éléments qui me déplaisaient et sur lesquels vous pouvez probablement vous retrouver, sur les 6 ou en tout cas sur quelques-uns, c'est que finalement, c'est un business dans lequel le recrutement est très difficile. Trouver des talents, ça veut dire qu'ils sont déjà chers. Développer les compétences des personnes, c'est OK, mais une fois qu'ils sont développés, les garder alors qu'ils ont gagné 30, 40%, 50% de leur valeur grâce à notre formation, c'est super difficile de les conserver. Et même s'il y a une super ambiance, et même si on a tout fait au niveau de la rétention et du bien-être des consultants, il y a clairement des gros enjeux autour de recrutement et rétention, puisque c'est le cœur de cette activité. Le deuxième élément qui était gênant, c'est que c'est une vente élitiste. C'est-à-dire que c'est une vente qui s'appuie sur des profils seniors qui eux aussi coûtent cher, et en plus dans une logique de sur-mesure. Donc j'espère que tout se passe bien avec vos associés, mais vous voyez bien que le fonctionnement d'associés, le fonctionnement de ce modèle de vente donne des éléments potentiellement de tension sur une stratégie, sur une vision, parce que chacun a ses expertises et les porte un peu comme un avocat qui porte une expertise. Le troisième élément qui était assez gênant, c'est que c'est un business de manière générale, et encore une fois, vous pouvez avoir des différences à l'intérieur de cet élément, c'est un business qui manque de visibilité. Pour ma part, lorsqu'on vendait des projets, on avait une visibilité de 20-25% de l'année future, et donc la part d'engagés ferme sur l'année d'après était pas suffisamment élevée pour ne pas être en situation de prendre des risques au moment des recrutements. Donc en fait, c'est vraiment un management du risque et de la prise de risque qui s'appuie absolument pas, comme contrairement à d'autres business, qui s'appuie absolument pas sur une récurrence et sur une visibilité qui est rassurante. Quatrième élément, c'est qu'une fois que c'est vendu, il faut produire, bien sûr. Et la production, dans le domaine du conseil et du service, sauf quand elle est un peu plus packagée, on va y venir, mais sinon, elle a beaucoup d'aléas. Il y a des paramètres internes, il y a des paramètres politiques, il y a des contraintes du côté du client, et malgré la proposition et les démarches, un peu comme quand on veut construire une maison d'architecte, finalement, pendant le chantier, il y a plein de choses à gérer. Et la tension et les aléas de la production peuvent directement impacter la marge définitive du projet à la fin. Donc, pilotage sous tension pendant toute la production. Donc, ça veut dire que même quand on a passé l'étape vente, on se retrouve avec des aléas et des tensions sur la partie production. Je l'ai déjà dit, en plus, cinquième élément, le croisement des courbes. C'est-à-dire que ce qu'on peut vivre en indépendant, en étant là maintenant, je vends, et après je produis ce que j'ai vendu, donc ça veut dire que j'ai moins de temps pour vendre. Mon constat, c'est que même à une vingtaine de personnes, à une trentaine de personnes, on avait les mêmes aléas, c'est-à-dire des phénomènes de courbes qui se croisent entre les temps de vente et les temps de production, parce que ce qu'on appelle les seller doers, donc ceux qui vendent, sont aussi ceux qui vont produire en partie, peuvent générer ces difficultés. Et donc, conséquence de tout ça, des marges et des résultats qui sont OK, mais qui ne sont pas suffisants pour faire de véritables investissements. Alors que sur notre marché, sur notre marché du conseil et de la prestation aujourd'hui, il y a des vrais enjeux de digitalisation, d'automatisation, de monter des choses packagées, d'avoir des éléments qui sont beaucoup plus digitaux. Et pour ça, il faut de la capacité d'investissement. Donc voilà, sur ces différents constats, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de vous poser la question. Vous dire, vous en êtes où? Sur est-ce que vous avez une de ces tensions, donc vous avez un peu mal à l'épaule, ou est-ce que vous avez aussi mal au ventre, mal aux jambes? En gros, est-ce que, comme finalement ce que j'ai fait de manière assez sévère auprès de ma propre société en 2015-2016,
Où est-ce que vous en êtes? Alors, je vais inviter Théo qui modère ce webinaire avec moi, de vous envoyer le lien en call to action pour que vous puissiez, en bouton, pardon, pour que vous puissiez le faire de votre côté. Je vous enverrai une restitution anonymisée de l'ensemble des réponses. C'est-à-dire que je vous enverrai un rapport très simple, une feuille, dans lequel c'est vos réponses comparées aux réponses de l'ensemble des participants aujourd'hui au webinar. OK? Donc ça, c'est pour l'action qui aura lieu après ce webinaire. Et ce que je vous propose de faire, c'est un peu en mode flash. J'aimerais bien avoir vos évaluations dans le chat pour avoir des premiers ressentis de votre constat sur votre propre structure. Alors la première chose, est-ce que vous pourriez me répondre à la première question? Donc ça va être pour vous très simple. Vous allez mettre un chiffre qui ira de 0 à 10. 0, c'est bah non, non, moi, il n'y a pas de problème. Ça, c'est pas une tension pour moi. Quand je regarde le sujet du recrutement, de la formation et de la rétention, j'ai pas le sentiment, on n'a pas de difficulté, on n'est pas obligé d'allouer du temps et on n'a pas un élément de risque lié à la rétention. Ou, bah oui, carrément, complètement, on est complètement concerné. C'est-à-dire que effectivement, pour notre société de conseil, c'est difficile de recruter, c'est difficile et c'est long de former pour que les personnes soient au niveau. Et c'est pas forcément difficile de les conserver, mais il y a toujours des enjeux quand même de rétention. Et là, à ce moment-là, vous êtes complètement concerné, vous êtes à 10. Donc j'aimerais avoir votre retour sur ce premier item. À combien est-ce que vous positionnez votre tension sur le recrutement et la rétention? Donc Arabelle a déjà répondu 7. OK. Je vous invite à tous faire ce petit jeu sur la première question. Tension, est-ce que vous vivez ou est-ce que vous avez constaté sur 2-3 ans, sur les 2-3 dernières années, des tensions autour du sujet recrutement et rétention? OK. 4 pour François, 5, OK. 7, 6, OK. Encore quelques répondants. Jean-Pierre, pas trop, OK. Eric, 4. Donc c'est pas un point pour vous en tout cas, pour certains, mais là je pense qu'on va être autour de 5 ou 6. Benjamin, 9, donc gros enjeu. Laurent, 7, 8. Alexandre, 3, OK. Marc, 7. Ça marche. Je ne sais pas s'il y a d'autres répondants. Je vais considérer qu'on a eu un premier lot de réponses. Alors, ce que je vous propose, OK, Jean, 8, Salim, 8, donc tension forte. Donc, j'ai l'impression, comme ça, en premier regard, que vous êtes plutôt sur une évaluation, on serait plutôt à 5 ou 6 en moyenne. Donc, effectivement, un élément de tension maintenant, pour vous, en tout cas, sur ce point-là, pas forcément une tension majeure. Alors maintenant, je vais vous poser la deuxième question sur la vente élitiste. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un système de vente qui amène à ce que la vente soit faite par des profils seniors, par des directeurs, des associés, des managers, des personnes? Donc David, 3, mais nous travaillons essentiellement avec des freelances. OK. Bah, ça fait partie des éléments qu'on va regarder. Donc je suis sur le deuxième item, vente élitiste, c'est-à-dire votre entreprise de conseil est en tension parce qu'elle dépend de profils seniors qui sont en capacité de vendre, qui seuls, quasiment seuls, sont en capacité de vendre. Donc, quel est le niveau de tension là-dessus? Est-ce que donc là, ce que je vous propose, c'est de mettre VE 2 points pour que on sache qu'on est bien sur le deuxième item. Donc VE 2 points et vous mettez l'élément de tension. Est-ce que vous êtes 0? Non, pas de problème. C'est vraiment, on a des profils qui font les ventes et qui sont pas du tout des profils seniors. Ou est-ce qu'effectivement vous êtes face à un phénomène de vente qui est dépendant de profils très très seniors, peut-être même vous-même? Donc VE François 9, Jean, je pense que c'était Jean et Marie-France, c'était peut-être sur le deuxième item, je ne sais pas. Donc je vois des 9, je vois des 7, 9, ok, donc vous êtes beaucoup concernés par le sujet de la vente élitiste, mine 9, ok. Donc ça, c'est vraiment un point qui pour moi est un point de risque très fort. 8 pour Jean-Pierre, ok. Eric, 5, d'accord. Donc ça veut dire qu'il y a un équilibre, ça veut dire qu'il y a une part des ventes qui sont faites aussi par d'autres profils moins seniors. 7, ok. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vais maintenant faire un picking d'un autre item. J'attends juste de voir s'il y a d'autres réponses là-dessus. Salim, 7. Donc, effectivement, hein, il y a bien plusieurs éléments de tension qui amènent à se poser la question de passer à un business model plus scalable dans le conseil. Il y en a un qui était autour de la ressource, il y en a un qui est autour de la vente, et puis il y en a un qui va être autour de la production. D'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous poser une troisième question
sur les éléments de production. Tout simplement, est-ce qu'aujourd'hui, pour produire une mission, on est face à des missions qui sont donc des projets et dans lesquels il y a un certain nombre d'aléas et dans lesquels ça crée de la tension pour réussir à conserver les niveaux de marge qui avaient été escomptés, qui avaient été imaginés au démarrage de la mission. On a vendu un certain prix, on a vendu un certain taux journalier, on a imaginé des ressources, on a monté son plan de travail, et est-ce qu'effectivement, ok, David 5, parce que vous avez monté une petite équipe commerciale. Ok, on en parlera. Donc, j'ai l'impression que j'ai un effet de latence qu'il faut que je garde avec le webinaire. Je vais peut-être un petit peu vite. Mais en tout cas, je vous propose de passer au troisième item, qui sera, est-ce que vous vivez des éléments de tension sur la production? C'est-à-dire, on a prévu un plan de travail, on a prévu des charges, on a prévu des taux journaliers, on a prévu des ressources, et en réalité, eh ben, quand on vit le projet, il va falloir piloter, mais vraiment de près, parce que pour réussir à conserver les niveaux de marge qu'on avait prévus, c'est compliqué. Et alors, évidemment, vous pouvez avoir des modèles en régie ou des modèles au forfait, mais globalement, vous allez avoir des éléments de tension qui peuvent être sur la production. Donc, pour ceux qui sont sur la vente élitiste, je vois Arabelle qui dit 5 pour la partie formation et 7 pour la partie conseil. Sébastien dit 7. OK. Et donc, maintenant, si vous pouvez mettre prod 2 points et m'indiquer le niveau de tension, les niveaux d'aléas que vous pouvez avoir sur la partie prod, donc sur cette chaîne de valeur, hein, le recrutement, le sourcing, la partie commerciale et puis la partie prod. Sur la partie prod, quel niveau de tension, quel niveau d'aléa vous vivez aujourd'hui pour produire? Pas de tension sur la prod, super. 1. Donc, premier niveau d'annonce pour Laurent. 1. Qui dit mieux? Est-ce que vous vivez des tensions qui fait qu'il peut y avoir des aléas sur les projets et qui fait que ça demande un pilotage, une attention, parfois même un surinvestissement pour conserver le niveau de marge qui avait été prévu? Donc, François sur la prod 8, Régis 7, OK. Mid 7, OK. Donc là, vous voyez, on est vraiment sur ces éléments de balance qui vous permettent de poser, ouais, bah, effectivement, j'ai un business model, j'adore ce métier, c'est un métier passionnant. C'est un métier personnellement que je fais avec le cœur depuis toujours. Mais clairement, si vous montrez un business de consulting à un investisseur, tout ce que vous dites là, il le sait, il le voit, et ça peut vous poser des questions en tant qu'entrepreneur. Donc Jean-Pierre 5, Cédric plutôt 4 sur la prod, ok. Salim 5, ok, donc là, un point qui est moins tendu. David 6, ok. Donc là, on a quelques éléments de réponse sur finalement ces équilibres et en quoi votre business model aujourd'hui peut vivre des tensions sur les différents items qui concernent vraiment un cabinet de conseil. Donc, est-ce qu'il y a d'autres réponses? Jean 6, donc oui, il y a de la tension, mais ça se gère. Donc, vous n'avez pas perdu des marges au passage, ou en tout cas pas de manière trop importante. Marie-France 6, ok. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est vraiment que vous avez des enjeux liés à la partie plutôt amont vente. Sur la partie recrutement, rétention, on est plutôt sur une moyenne 5-6. Donc oui, c'est un point de tension, mais pas encore critique. Et sur la partie production, en fait, ce que vous décrivez là est intéressant, ce que je vais peut-être interpréter, hein, mais c'est que finalement, vous avez mis en place un système qui permet de gérer la production et de ne pas avoir trop de risques, de pertes de marge lors de la prod. Est-ce qu'il y a d'autres réponses sur la partie production? Est-ce que la production est un élément très tendu qui fait que des années se sont mal passées parce que sur des forfaits sous-évalués ou sur des éléments, il y a eu effectivement de la perte de marge ou en tout cas des éléments de tension qui sont ressentis. Je laisse encore 10 secondes sur ce sujet. OK. Donc, ce que je vous invite vraiment à faire, mais voilà, pour vous, c'est un outil que j'ai créé pour ce webinaire et dans l'idée du partage entre pairs. Encore une fois, je vais juste vous demander votre prénom et votre nom. Donc c'est pas l'objectif n'est pas de vous harceler une fois que vous vous aurez rempli un questionnaire. C'est vraiment pour un partage dans lequel vous recevrez tous l'évaluation, le radar, la toile d'araignée, le radar de ces différents points comparé à la moyenne de l'ensemble des participants de cette session. Donc ça, ce sera en cliquant sur le Typeform qui a dû apparaître et que Théo a dû vous envoyer. OK? Donc, face à ces différents constats, j'ai mené différents travaux de recherche depuis 2015 pour faire bouger notre business model.
En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait bouger 5 éléments majeurs de notre business model, tout en conservant la même mission. D'accord? Donc juste pour la mission, pour que ce soit clair pour tous, la mission de Questio depuis 2006, ça a toujours été d'aider les entreprises à développer et sécuriser leur chiffre d'affaires en améliorant leur performance marketing et commerciale. Donc l'idée, c'est d'aider à avoir les meilleures méthodes pour acquérir et fidéliser les clients. Donc depuis le départ, on a regroupé des consultants, des formateurs qui ont les expertises sur les process, la stratégie, l'organisation, les logiciels CRM, la digitalisation et tout le volet compétences commerciales et managériales et expérience client. Donc ça, ce métier a été conservé. Ce qui a bougé et ce que je vais décrire avec vous, c'est qu'on a travaillé et modifié en profondeur 5 éléments du business model. Donc pour ceux qui connaissent le business model Canva, je vous le présenterai tout à l'heure. En résumé, on a décidé de ne s'occuper que d'une catégorie de clientèle, ce que j'appelle le client idéal. Deuxième élément, on a défini un service, une façon de travailler qui nous évite de travailler sur des propositions commerciales. Nous ne faisons plus aucune proposition commerciale. D'accord? On a des formules d'accompagnement et ces formules permettent de travailler avec les clients et servent de véhicule sur notre façon d'accompagner. Le troisième élément que je développerai avec vous, c'est qu'on a effectivement développé, comme certains l'ont cité, une organisation beaucoup plus flexible. On est passé sur un rapport entre les ressources et les salariés, donc les ressources internes salariés et les ressources externes, qui a été complètement modifié. On était en 2015 sur des éléments de sous-traitance autour de, sont les années entre 5 et 15% de sous-traitance, sur un modèle aujourd'hui flexible dans lequel tous les départements de l'entreprise sont concernés par de l'utilisation de ressources externes et le taux de sous-traitance sur les missions va être plutôt de 70%, avec des logiques d'habilitation, de certification, avec des niveaux d'exigence très élevés, mais qui ont permis aussi de résoudre le sujet du recrutement et du sourcing. Le quatrième élément, c'est qu'on s'est appliqué à nous-mêmes ce qu'on fait chez nos clients, et donc je vais l'aborder avec vous, et on a mis en place un système de vente en multicanal, au téléphone et en visio, sans visite physique, et porté par de jeunes business développeurs, à 100%. D'accord? Et le cinquième élément, c'est qu'on a mis en place ce que je vous disais, c'est-à-dire une communauté d'experts, donc des consultants indépendants à haute expérience, donc qui ont plutôt comme moi des cheveux gris, et qui, sauf quand ils sont dans le digital, dans lequel il vaut mieux qu'ils aient 30-35 ans, mais globalement qui ont une grosse expérience et qu'on habilite et qu'on certifie aux méthodes questions. D'accord? Alors, je vais petit à petit venir sur ces différents points. Je vous invite à poser des questions sur ce que je vais présenter à partir de maintenant pour aller chercher les éléments vraiment et vous dire, attends, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est quoi le point? N'hésitez pas. Je ne traiterai pas toutes les questions s'il y en a beaucoup, mais si je peux, j'essaierai d'être plus près de vos questions dans ma présentation sur cette partie-là. Alors, le client idéal, c'est très simple. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, j'ai organisé un atelier en interne lors d'un séminaire et j'ai dit, au fait, avec qui est-ce qu'on adore travailler? C'est quoi la taille de la société? Avec qui on a le plus d'impact? Auprès de qui on a le plus d'impact? Et avec qui est-ce qu'on adore travailler, tout simplement? L'idée, c'était pas forcément au départ de mettre des critères de taille, de capacité financière, de nombre de sociétés. C'était pas une étude de marché, c'était vraiment au feeling. Quand on regarde en 10 ans les missions qu'on a faites, quelles sont les missions qu'on adore? Et on s'est vraiment posé la question de cette manière. On s'est rendu compte que même si un tiers de nos clients étaient des sociétés plutôt de taille CAC 40, donc le chiffre d'affaires moyen d'un client Questio en 2015-2016, c'était 200 millions d'euros. Aujourd'hui, ce sont notre client idéal, qu'on appelle aussi notre persona, et certains ici dans l'Assemblée font partie de nos clients. Ce sont des sociétés qui ont plus de 3 à 4 ans d'expérience, d'existence, et qui ont un chiffre d'affaires qui peut aller entre 300 000 euros et 20 ou 30 millions. Vous allez me dire, c'est large. Qu'est-ce qu'elles ont en commun? Souvent, c'est qu'elles ont encore la capacité de décider assez vite, d'agir, de transformer. Elles ont vécu par elles-mêmes structuration. Et du coup, elles sont sensibles au fait d'être aidées sur cette partie-là. Le seul risque de cette catégorie, c'est qu'effectivement, on n'est pas forcément habitué à utiliser du conseil. Ce que je vous dis là, c'est surtout pas pour vous répliquer ça,
Mais posez-vous la question, si vous deviez choisir qu'un seul type de clientèle avec qui vous voulez bosser, c'est qui? Pourquoi est-ce qu'il faut faire ça? Parce qu'une fois qu'on bosse pour une seule catégorie de clientèle et qu'on n'est pas en train de jouer avec des grands comptes, des moyens comptes, des ETI, des secteurs différents et des tailles différentes, on a la possibilité au niveau marketing, au niveau vente et même au niveau production d'être beaucoup plus sur des éléments réplicables. Donc typiquement, ce travail-là, je vous invite à le faire. Et la première chose, c'est avec qui vous décidez de bosser. D'accord? Et puis après, vous regardez combien de sociétés ça représente, qu'est-ce qui les caractérise, c'est quoi le persona, c'est quoi ses frustrations, ça va être quoi les arguments clés qui va le toucher. Ce qui fait que dans votre communication sur votre site internet, vous n'allez pas vous adresser à tout le monde et à personne. Vous allez vous adresser à lui. Dans l'environnement concurrentiel, ça va vous permettre de vous rendre compte face vraiment à qui vous êtes positionné et peut-être même de ne pas être positionné face à une concurrence, mais d'être dans ce qu'on appelle l'océan bleu, c'est-à-dire tranquillement dans un océan dans lequel il n'y a pas d'autres poissons qui vont vous manger. Vous allez être finalement en développement de votre propre champ de prestations, de votre propre expertise auprès de ces sociétés-là. Donc, le client idéal, c'est le démarrage du sujet. À partir du moment où on a décidé de bosser pour tel type de client et qu'on n'essaye pas de manière opportuniste de choper tout ce qui est possible, vous allez voir que ça permet de continuer l'aventure et de processer et de rendre les éléments scalables. Okay? Donc, j'insiste vraiment là-dessus parce que je suis consultant et j'ai connu pendant des années le côté opportuniste. Un client sonne à la porte, il est 4 fois plus gros que ce qu'on a l'habitude de faire. Allez, tiens, on peut le tenter. Bah ouais, on peut le tenter, mais à force de faire on peut le tenter, on se retrouve avec un patchwork de typologie de clientèle qui fait qu'on n'arrive pas à processer, à structurer l'ensemble de sa chaîne marketing, commercial et vente et production, pardon. Après, le deuxième travail qu'on a fait, comme je disais, c'est qu'on a travaillé sur le fait de productiser son service. Alors, le mot productiser n'existe pas en français. Il existe en anglais, on appelle ça productizing. Donc, c'est le fait de choisir un service et de le packager le plus possible pour qu'il puisse être reproduit et refait de la même manière. D'accord? Alors, deux livres de référence dans ce domaine. Le premier, qui est sur mon bureau, Build to Sell, de John Warrillow. Alors, il se trouve que je l'ai lu après avoir pris les décisions qui ont été prises chez Questio, mais qui vraiment est un livre professionnel, mais écrit sous forme de roman, et qui montre comment une agence de com, qui faisait un peu tout, pour un peu tout type de clients, et qui était en mode opportuniste, eh bien là, l'idée, c'est vraiment de décider. Et donc, dans ce livre, il décide d'un type de produit, et il productise ce type de produit pour que ça puisse être reproduit à l'infini. Et donc, je vous invite aussi à regarder Brian Casel, donc C-A-S-E-L, Brian Casel. Il a un certain nombre de podcasts, il intervient dans les podcasts, il a un certain nombre de cours en ligne sur le sujet du productizing. Donc, l'histoire de Brian Casel est assez remarquable. Il était infographiste et il faisait des sites web. Bon, jusque-là, il s'est rendu compte que c'était hyper fatigant de recommencer à chaque fois, à chaque nouveau projet, sur les questions à poser, sur le métier et l'activité de la société pour qui il devait faire le site internet, etc., etc. Il a fait son étude, il a défini son client idéal, il a décidé que ce serait les restaurants, et il n'a fait que des sites web pour les restaurants. À partir du moment où il a décidé ça, ça lui a permis de productiser son service. Puisque c'est toujours la même chose, il y a toujours un menu, il y a toujours des photos, il y a toujours des photos de l'accueil et de la salle, il y a toujours, bref, les éléments à produire étant très fréquemment les mêmes, alors il a pu faire ce qu'on appelle le productizing. Le gros avantage du productizing, c'est que ça va permettre de le déléguer et de le faire à plus de personnes qui vont le faire de la même manière. En gros, exactement comme dans les restaurants, même les restaurants étoilés, le plat qui est défini et ce que l'on met dans ce plat, la façon dont on le présente doit être tout le temps le même. Et donc, on ne s'appuie pas sur seulement des expertises d'un cuisinier qui sait super bien faire la cuisine. On définit le plat qui va être servi et quand la personne va prendre au menu ce plat-là, il saura qu'il a exactement ça. Donc, le productizing, c'est vraiment ça qui est important. Et donc, moi, ça m'intéresse de savoir si aujourd'hui, vous êtes sensible au fait de vous dire, bah ouais, c'est vrai que chez nous, c'est un peu l'auberge espagnole. À chaque client, à chaque fois, on est obligé de repenser ce qu'on va lui faire, l'ordre dans lequel on va faire, le type de livrable. On va essayer de retrouver les livrables qu'on avait déjà utilisés pour les réutiliser, mais en fait, à chaque fois, on est intellectuellement, ça phosphore, on se dit, tiens, ce serait sympa de faire tel livrable. Bref, on est finalement tenté de réinventer la roue. Alors, pour faire ça,
Pour décider de quel produit vous pouvez productiser, il y a 4 questions clés qui s'appuient sur les lectures et sur les méthodes que je vous ai citées. La première, donc le tableau que vous voyez en dessous, c'est un tableau Excel qui est encore dans nos Dropbox. C'est l'ensemble des types de prestations que l'on faisait. Alors comme c'est écrit en petit, je vais vous donner des exemples. Séminaire commercial, aide au choix d'un CRM, formation de commerciaux, réflexion sur la réorganisation des sociétés, des équipes commerciales, pardon. Bref, il y avait un certain nombre de prestations et on faisait beaucoup de prestations. Donc l'idée, ça a été de regarder l'ensemble de ces prestations et de se poser 4 questions. Donc les colonnes sont égales à ces 4 questions. La première chose, c'est est-ce que ce service, cette offre, cette prestation que l'on a déjà faite, est-ce qu'il est facile de l'apprendre à quelqu'un d'autre? Ou est-ce que finalement c'est un savoir et ça demande un niveau d'expertise qui est très élevé et qui est très difficile à transférer? Deuxième question, c'est est-ce que ce service, cette prestation, est-ce qu'elle crée une valeur ajoutée forte sur le marché, ce qu'on appelle unique selling proposal? Donc, est-ce que ça, c'est quelque chose de distinctif? Puis enfin, est-ce que quand on vend ce produit, ces services, cette prestation, est-ce qu'en elle-même, elle a une marge unitaire qui est élevée, le plus élevée possible? Et puis la quatrième question, c'est est-ce que ce service ou cette offre, elle a de la récurrence ou de la répétabilité, donc elle peut revenir de manière répétitive, c'est-à-dire qu'on peut recommander tous les ans ou tous les 6 mois. Et donc, ce que vous ne voyez pas parce que c'est un peu loin, mais ce que je vous commente, c'est que l'offre qui a eu le meilleur score, qui est en orange, s'appelle BizCoach. C'est devenu Questio Live, qui est le cœur de ce que l'on fait aujourd'hui, qui est donc du coaching commercial et marketing, donc du coaching commercial 360 pour l'ensemble de l'entreprise, l'ensemble des personnes impliquées, concernées par la performance commerciale de l'entreprise. Et donc, ça répondait à tous les critères. Est-ce que c'est facile à apprendre? Bah oui, parce que faire du coaching commercial à partir du moment où on a une expérience en consultant dans le domaine commercial et on transfère, on donne les méthodes Questio, oui, c'est faisable. En quoi est-ce que ça crée de la valeur ajoutée? Très fortement, parce que clairement, ça touche un impact très fort. Est-ce que la marge unitaire est OK? Elle est OK. Est-ce qu'on peut créer de la récurrence? Oui, parce qu'on peut être sous un contrat de service annuel avec un abonnement. Donc, vous voyez, donc l'idée, c'est surtout pas de plaquer le modèle Questio, mais c'est de vous donner les clés pour votre propre activité et de vous poser la question et de faire cet atelier de travail avec la liste de vos services. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Je vois peu de questions, donc je vous invite j'imagine qu'en bon consultant bien occupé, vous êtes en train aussi de répondre à des mails et à regarder d'autres choses. Donc je vous invite à me poser des questions sur cette partie productisée. Ma question de mon côté, c'est est-ce que c'est une démarche qui vous paraît intéressante? Est-ce que c'est une démarche que vous avez eue? Est-ce que c'est une démarche que vous voulez faire? Comment vous positionnez sur cette notion de client idéal, service idéal à délivrer auprès de vos clients et donc de potentiellement mener une conduite de changement pour faire ce choix. Donc, Corinne me dit c'est très clair. Donc, merci Corinne. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres éléments de remarque sur ce sujet du choix du service? Alors, il y a une chose que je dois dire, c'est qu'en juin 2017, j'ai annoncé à mes 2 associés que nous n'allions faire plus que ça. D'accord? Récurrence plus difficile à imaginer. OK, Marc. Donc vraiment, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois qu'on a fait ce travail-là, on l'a testé sur un groupe de personnes très restreint. Et puis, on a effectivement développé un test. Donc, effectivement, Jean-Pierre, la vision client, c'est intéressant. C'est qu'une fois qu'on a eu cette idée la vision client, elle est dans Unique Selling Proposal. C'est-à-dire, est-ce qu'effectivement, ça crée de la valeur? Donc, ça, c'est avec les questions posées à des clients qu'on s'est rendu compte de la valeur que ça apportait et on l'a testé. Donc Corinne demande comment faire quand on a moins de recul que vous et seulement moi j'ai effectivement 10 ans de recul. Alors on n'est pas obligé d'avoir une liste de 15. Moi j'aurais tendance à dire c'est beaucoup plus facile de faire une conduite du changement si vous avez une liste de services qui est plus restreinte. C'est compliqué de provoquer une conduite du changement d'un ensemble de cabinets de conseil pour faire un choix aussi radical. Et donc, si votre société, votre offre est plus récente, c'est une excellente nouvelle. Parce que ça vous permet de faire le choix beaucoup plus tôt. Plus vite vous faites le choix
du type de client avec qui vous voulez travailler et du type de service que vous décidez de systématiquement offrir, plus vous allez pouvoir être sur un modèle réplicable et qui pourrait être vendu par d'autres personnes que vous, puisqu'il y a vraiment ce choix-là, ce point-là que vous avez vu et qu'on a vu tout à l'heure. Que faites-vous des demandes des clients sur les autres anciens services? Alors, c'est une mutation qui a eu lieu pendant les 3 ans. C'est-à-dire qu'on est passé de 100% ancien modèle à 100% nouveau modèle en avril 2020. Merci Covid. On était encore à fin 2019, pardon, ouais, c'est ça, fin 2019, on était à 70% nouveau modèle et encore 30% sur un flux de l'ancien modèle. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a laissé venir, et lorsque c'était vraiment trop loin et que c'était pas que ça nous obligeait encore à nous tordre en deux modèles, alors on répondait pas négativement, mais on essayait de les emmener sur le nouveau modèle en expliquant que c'était maintenant ce nouveau modèle d'accompagnement et cette nouvelle façon d'accompagner qui allait être proposée, mais que typiquement sur certains services, on ne répondait plus positivement, mais on leur disait pas, on disait jamais non, on expliquait l'évolution qu'on avait vécue. Le client idéal est un vrai sujet pour nous. L'aspect productivisation est en cours. Ok, excellent, Rabel. Ok. Comment le client vous percevez sur cette expertise? Clairement, sur cette expertise, si on a retenu cette expertise, c'est parce que c'est celle qui avait un levier de ROI le plus fort et le plus rapide. Et donc, quand on a fait le choix du client idéal et qu'on a regardé ce qui avait le plus d'effet lorsqu'on les accompagnait, on s'est rendu compte que c'est là où ça croisait le mieux. C'est là où ça avait le plus d'impact. Sachant que vous savez très bien que nos services, à nous tous, ils auront de la valeur dans l'avenir si on pourra mesurer un impact. Et donc, tout ce qui est en logique de service et dans lequel on ne peut pas avoir une mesure héroïste, alors elle peut être mise en question. On pourrait d'ailleurs rajouter, plutôt que marge unitaire, et un côté client qui a été évoqué tout à l'heure, au fait, est-ce que effectivement, dans les Unique Selling Proposal, est-ce qu'il y a bien l'aspect héroïste? Donc David, service idéal où nous travaillons essentiellement dans cet objectif au bout de 10 ans précédents pour scaler la société. Excellent. Ça me rassure, c'est ce qu'on fait intuitivement. La récurrence ou le repeat, c'est qu'il reste à craquer. Je vais en parler. Strat client, c'est pas tous les jours. Ouais. Donc ça, c'est intéressant. J'ai eu un échange hier avec une société de conseil en stratégie. Conseil en stratégie, c'est super large. Quand vous descendez à l'intérieur, regardez les services et les types de prestations que vous faites. Ce qui est très difficile, c'est que nous, c'est pareil. On pourrait dire le conseil en performance commerciale. Ok, mais derrière, il y a quoi? Il y a des diags, il y a des diagnostics, il y a des séminaires, il y a des workshops, il y a des formations, il y a des aides sur des outils. Bon, ça, c'est vraiment les services que vous avez en dessous. La stratégie, c'est large. Bon, ok, mais quel type de stratégie pour quel type de société? Et dans la stratégie, qu'est-ce qui a vocation à être un accompagnement régulier? Sur quoi il peut y avoir de la répétition, de la mise à jour? Je peux citer, je vais pas citer la société, mais je connais des sociétés de conseil en stratégie qui ont un point avec le board de leurs clients tous les mois de septembre et qui ont un contrat de maintenance annuel sur les sujets de stratégie réguliers au niveau du CODIR et de la gouvernance. Juste un exemple pour vous dire que il est tout à fait possible dans tous les domaines, même dans la stratégie, de réfléchir à la récurrence et à la répétition sur une offre packagée et définie. Ok? Client, c'est plus compliqué sur ton période de crise, je suis d'accord. Comment se décline Teachable dans la gestion du changement avec la peur de ne plus apporter une nouvelle. Alors, c'est très important ce que dit Cyril. Ce qui est le plus difficile quand on mène une conduite du changement dans un cabinet de conseil, c'est que ceux qui ont choisi d'être consultants, lorsqu'on va commencer à leur dire qu'on va choisir un service, ils ont peur que leur métier s'assèche. Et donc, tout l'enjeu va être de faire comprendre que faire un choix sur un service va dire qu'on va utiliser notre intellect et notre cerveau sur la profondeur de champ plutôt que sur la largeur. Autrement dit, à partir du moment où j'ai dit coaching, commercial et marketing, au départ, ils ont dit oui, mais ça veut dire qu'on va plus faire ça, on va plus faire ça, on va plus faire ça. Oui, mais par contre, toute la profondeur d'excellence qu'on va mettre dans la façon de faire ce service-là, vous avez largement de quoi être créatif. Et donc, on a vraiment travaillé sur comment aller dans la profondeur pour qu'ils retrouvent un champ intellectuel, de création, de capitalisation et d'approfondissement des méthodes et des outils, mais dans un élément plus restreint. D'accord? Donc, le teachable, c'est aussi, du coup, pour des seniors, pour des managers, quel rôle ils vont avoir pour cette transmission dans le futur. OK? Alors, je vais aller sur le troisième point qui me paraît très important.
Vous avez à gauche la structure classique d'une société de conseil, qui d'ailleurs, pour moi, va bientôt craquer parce que ça ne tiendra pas. Les clients ne le supportent plus. Qu'est-ce que les clients ne supportent plus? Ils supportent plus d'avoir des associés qui vendent des missions pour finalement voir des juniors qui la produisent. Alors évidemment, vous allez me dire, ouais, c'est bon, on sait tous que c'est pas si simple que ça. C'est vrai. Sauf que comme on est entre professionnels, vous le savez bien, on a aujourd'hui des seniors qui viennent et qui font des shows, et je l'ai fait pendant 10 ans, pour amener toute leur expertise, leur talent, donner l'envie aux personnes de bosser avec eux, alors que vous savez très bien que la réalité du temps que le senior, l'associé, le directeur manager va passer sur la mission n'est pas du tout le temps que va passer le junior. Alors quand je dis le junior, encore une fois, attention, le consultant, qui peut être confirmé, mais vous voyez bien qu'on est dans un rapport dans lequel la vente est plutôt portée par les profils seniors, et vous l'avez cité tout à l'heure, et la production est déléguée à des profils qui sont plus jeunes. Alors, vous pouvez me dire, oui, mais certes, mais finalement, ces juniors, ils vont appliquer ce qu'on leur a demandé de faire. Oui, mais sauf que le client, lui, ce qu'il voit, c'est pas les mêmes têtes. Et il voit que ce qui lui a apporté, c'est pas vraiment l'expertise qu'il attendait. Selon moi, ce qui fait du mal au consulting avec toutes ces années, c'est ce modèle à gauche. Parce que là, il y a vraiment une faille entre la promesse qui est faite, l'espoir qu'a le client et ce qu'il a vécu. Et de nombreux projets en conseil, et le conseil a une mauvaise image à cause de ce schéma à gauche. Donc, ma recommandation, c'est d'inverser l'organisation. Concrètement, je définis un client idéal, je définis un produit idéal qui va pouvoir être vendu par des juniors, par des business développeurs qui ont 2 à 3 ans d'expérience, voire qui sortent de l'école. Si votre produit est clair, pour une cible claire, que la façon de prendre rendez-vous, la façon de questionner pour identifier les besoins est claire, et que l'offre est claire avec des logiques qui sont adressables sans même avoir à faire une proposition à chaque fois qu'on discute avec un client, alors vous pouvez inverser l'organisation. Et du coup, qu'est-ce que vont faire les seniors? Eh ben, ils vont s'occuper de scaler et d'amplifier le recrutement de profils externes, le recrutement de profils qui vont produire, et qui est la surface jaune qui fait que vous avez non pas une dépendance à des jeunes consultants qui sont au bout d'un moment fatigués de produire et de se déplacer partout, mais à des seniors qui vont organiser des chaînes, la chaîne marketing, vente et production interne. L'organisation qu'on a vécue en interne, c'est de passer d'une pyramide où on faisait un peu tout à une logique de département et dans lequel les profils seniors ont pris des rôles de direction de département. Ça a mis 2 ans et demi. La décision d'organisation s'est prise très vite. Ils ont été dans un rôle mixte, par exemple directeur marketing communication et accompagnateur de clients, et c'est encore le cas. On accompagne tous, et j'accompagne encore 30% de mon temps des clients, mais on a tous d'abord une casquette opérationnelle en interne. Donc tous les profils seniors, vous les mettez directeur d'un département. Et cette direction de département va devenir à terme leur rôle majeur. D'accord? Est-ce que vous avez des... Alors là, normalement, quand on échange là-dessus en atelier, on peut y passer 1 heure. Mais simplement, n'hésitez pas à réagir. Oui, c'est une conduite du changement à opérer. Elle est longue. Vos juniors actuels qui sont en production, c'est pas eux qui feront la vente demain, donc c'est d'autres. Donc c'est vrai que ça veut dire qu'il y a une mutation. Il y a aussi un choix de projet dans lequel il y a une gestion RH qui est à faire. Ça, c'est clair. OK? Alors, je regarde l'heure. Donc j'en ai parlé. On va après sur le fait d'avoir des ressources plus flexibles, c'est-à-dire que les fameux seniors vont porter un département, vont documenter l'ensemble des processus, l'ensemble des démarches autour de cette chaîne de services, que ce soit du marketing, de la vente et de la production. Ils vont produire des audios, ils vont produire des vidéos, et on va pouvoir s'appuyer sur le recrutement de ressources externes. Tout l'enjeu, c'est de passer de 15% externes à soit 50% de ressources flexibles. Donc Laurent me dit, c'est déjà chez nous, c'est déjà comme ça, mais j'ai un cabinet de management de transition. Ouais. Donc effectivement, c'est un point important, c'est vraiment d'inverser l'organisation, de mettre la valeur et la promesse alignée aussi avec ce qu'attendent les clients, et de s'appuyer sur des ressources externes. Mais ça, c'est un mouvement de fond qui est très fort. Je veux juste que vous sachiez que le solde de consultants salariés par rapport au solde de consultants indépendants, d'accord, en 2018, a un rapport de 1 à 10. C'est-à-dire que pour 5000 nouveaux consultants salariés dans les entreprises de conseil en 2018, il y avait 50 000
consultants indépendants qui confirmaient une année d'existence. Ok. Donc, c'est pas moi qui ai sorti ces chiffres, c'est des chiffres Syntec d'une étude prospective qui montre qu'il y a vraiment une évolution dans les profils de consultants indépendants qui sont, du coup, pour vous, une possibilité de faire ce mouvement. Dernier élément, le passage à une vente processée et industrialisable. Avant, la vente, elle était faite comment? Des actions individuelles faites auprès de nos réseaux, avec un peu de contenu, et puis on contacte, on fait des messages sur LinkedIn, on rencontre des personnes, on joue le réseau. Donc clairement, les associés, les directeurs, on compte sur eux et ils ont un portefeuille, un réseau. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'un cabinet de conseil est fragile, parce que un associé part, c'est tout un pan de portefeuille qui part. Et on faisait des rendez-vous physiques, et on faisait des propositions, des négociations et la conclusion. Le modèle d'après, c'est un modèle de spécialisation qui n'est plus dépendant des associés et qui est porté par, chez moi par mon directeur général, dans lequel on a un data analyst, on a des rôles marketing et on a des business développeurs, juniors ou seniors, qui vont porter différentes étapes de la vente. Et on a un achat par prélèvement ou par CB qui fait qu'on est payé avant de démarrer la mission. D'accord? Et donc ça, c'est une mutation très importante par rapport à ce que vous m'avez dit tout à l'heure sur la vente élitiste. C'est effectivement de faire porter le process. Alors Amaury dit, n'existe-t-il pas un risque à déléguer la vente à des consultants juniors? Attention, on ne va pas forcément confier la vente à des consultants juniors, mais à des business développeurs juniors, idéalement qui n'ont jamais produit, et je fais exprès de le dire parce que SDR, Sales Development Representative, donc c'est ceux qui font du phoning et qui obtiennent des rendez-vous. Donc, si vous choisissez un service et un produit dans ce que vous faites aujourd'hui et qu'il est packagé et qu'il est suffisamment clair en termes d'enjeux, d'impact, de référence, de success story, vous pouvez déléguer ce produit, ce service productisé à des ressources jeunes et qui seront dédiées et focus seulement sur le fait de le vendre. Un business developer chez Questio fait 15 rendez-vous 1 par semaine. D'accord? Un business developer chez Questio fait 15 rendez-vous 1, rendez-vous prospect qu'il a au téléphone pendant 3/4 d'heure, 1 heure. Il en fait 15 par semaine. Le modèle qu'on avait en 2016, c'est que les consultants, et moi compris, on faisait, 3, 5 rendez-vous, et encore c'était bien, prospects par semaine. Donc, en ayant spécialisé, en ayant orienté, on a multiplié par 3 le rendement en nombre de contacts prospects. Okay, donc oui, ok, il y a un peu de perte parce qu'ils sont moins experts qu'on l'était, mais quand on est dans un rapport de 1 à 3, c'est pas justifié de garder un élément qui est que sur la qualité. Ok. Donc SDR, effectivement, Sales Development Représentatif, c'est l'équipe ou la personne qui va prendre des rendez-vous, même si les business développeurs continuent à en prendre. Toute l'idée, c'est monter une chaîne marketing et commerciale dans laquelle on a un rôle commercial qui est petit à petit spécialisé sur des étapes. Le data analyst, le web marketing, c'est l'équipe marketing. Donc c'est là, eux, ils fournissent de la donnée. Le SDR, donc Sales Development Representative, c'est lui qui va gérer le phoning, qui est un jeune profil, alternant ou jeune diplômé 1 an ou deux. Et les business developers qui ont 3 à 10 ans d'expérience, eux, ils vont aller faire la suite ils vont obtenir du rendez-vous eux-mêmes et faire la suite pour aller closer. Et parfois, quand c'est des clients un peu plus gros, ils vont faire appel parfois à des managers qui vont être en aide à l'avant-vente. Okay, mais c'est de moins en moins fréquent. Il nous reste 3 minutes. Donc là, vous avez en résumé, et vous aurez le replay, l'évolution du business model Questio. Donc si je résume, le choix d'un client idéal. Donc on a 100% de nos clients qui maintenant font une taille moyenne je crois que c'est entre eux et 5 millions. Vente directe lors du R2. Oui, en fait, maximum, pardon Marc, je reviens sur cette question. Tout est fait au téléphone et en visio, 0 rendez-vous physique. Et donc ça s'apprend. C'est pas parce qu'on le décrète que ça se fait, ça s'apprend. Il y a vraiment des méthodes. C'est comme si on confond, c'est comme si on mélange théâtre, cinéma et radio. Ça demande vraiment des éléments. Et effectivement, parfois il y a des R3 pour closer lorsqu'il y a plusieurs interlocuteurs dans la décision. Donc ce business model, donc qui a évolué vers, comme je vous l'ai dit, il a évolué sur les canaux de vente, il a évolué sur la méthode de vente, il a évolué sur la méthode financière, puisqu'on est par prélèvement ou par CB,
exclusivement. Il a évolué sur les ressources qui s'appuient sur un réseau de consultants indépendants habilités et certifiés. On va déposer maintenant notre certification chez France Compétences pour qu'on ait le label d'être la société qui forme au coaching commercial. Donc faites un choix et devenez la référence pour former dans votre domaine. Prenez pas coaching commercial, c'est pris, mais prenez tous les autres et devenez le label de formation de la communauté des consultants indépendants dans votre domaine. D'accord? Donc, pour conclure, j'ai décidé de continuer à pouvoir vous accompagner les sociétés de conseil qui vivent cette transformation et qui ont envie de vivre cette transformation. Alors, je l'ai appelé le bambou programme. Pourquoi? Parce que le bambou, il grandit vite, il est résistant et il est souple. Donc, ça correspond exactement à ce qu'on veut devenir lorsqu'on travaille sur ces différents leviers. Donc, l'idée du bambou programme, c'est vraiment de donner la possibilité aux dirigeants des sociétés de conseil et de services de réaliser leur propre transformation. L'idée, c'est vraiment pas de plaquer ce que l'on a fait, mais vraiment de se mettre en conseil et accompagnement auprès de vous, évidemment sur la dimension marketing commercial, sur la dimension de l'offre, d'accord, mais peut-être aussi sur des sujets périphériques que vous allez avoir, de conduite du changement, de gouvernance, qui sont des sujets qu'on a vécus et sur lesquels le retour d'expérience peut être vraiment très intéressant. Je peux vraiment pas aller dans le détail. Et donc, on a bâti un programme avec 7 ateliers en visio de 2 heures sur 16 semaines d'accompagnement. On va créer un groupe dans lequel il y aura des coachings individuels et des coachings de ce groupe de dirigeants de sociétés de conseil. Et on va fournir l'ensemble des outils, toutes les méthodes sur toute la chaîne de transformation. L'idée, c'est que ce qu'on a fait en 2 ou 3 ans, vous puissiez le faire en 6 mois, 1 an. Alors, le but n'est pas de vous transformer entièrement, mais que vous puissiez avoir une partie de votre business sécurisée. Et après, c'est vous qui déciderez le thermomètre de votre pivot pour que vous puissiez clairement être beaucoup plus résistant, plus solide et vous développer avec plus de sécurité. Surtout quand je vois les scores que vous avez indiqués sur la partie sur la vente, qui en plus est vraiment le cœur d'expertise pour vous aider à cette transformation. Les accompagnements, donc Cyril le vit avec nous, c'est sur une plateforme qui vous amène à avoir aussi les replays et à pouvoir décider de mettre en accès aussi à des membres de votre équipe. Donc ça permet d'avoir votre accompagnement dans un groupe de pairs, d'accord? Et c'est pour ça qu'on a réservé à des sociétés de conseil et que vous êtes déjà assez nombreux à avoir réagi aujourd'hui et que vous puissiez décider, vous, de rendre visible à vos directeurs, à vos managers, des éléments qui seront partagés et construits avec vous. La bonne nouvelle, c'est que cette première promotion, c'est moi qui en m'en occupé directement. Et une fois qu'on aura vécu ce temps ensemble, alors c'est un produit qu'on va développer pour l'offrir à de nombreuses sociétés de conseil. La seule règle, c'est qu'on fera en sorte qu'il n'y ait jamais de concurrents présents dans le même groupe pour que vous puissiez vraiment mener votre transformation de manière très ouverte. Alors, si cet atelier, si ce bambou programme vous intéresse, je vous invite tout simplement à m'envoyer un mail ou à cliquer sur le lien qu'a envoyé Théo et qui vous permet d'avoir plus d'informations et qu'on puisse échanger avec vous pour créer la première promotion qui démarrera mars-avril. On définira la date à partir du moment où le groupe sera constitué. Je suis encore disponible, il est 15h02, j'avais promis jusqu'à 15h. Je pourrais en parler encore 1 heure. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez réagir par rapport à cette présentation. Et puis, je suis toujours preneur de vos retours à chaud par rapport à ce temps ensemble qui était assez intense. Donc, n'hésitez pas. Pour ceux qui avaient une contrainte à 15 heures, je vous invite alors, le tarif, Jean-Pierre, en fait, je vous enverrai tous les éléments, d'accord, pour que vous ayez effectivement sur toute l'offre du programme, vous aurez tous les éléments tarifaires qui seront présentés à ce moment-là. Merci Jean, merci Marie-France, merci de vos merci Marc. En tout cas, je suis ravi de ce partage et j'espère que ça va vous donner envie qu'on puisse continuer à échanger ensemble. Merci Vincent, pour pouvoir potentiellement faire bouger votre société. Les meilleurs se font coacher, les meilleurs se font conseiller. Et effectivement, Corinne, le replay sera disponible. Et je vous invite à être dans une démarche. Nous sommes nous-mêmes accompagnés, coachés, conseillés régulièrement. Et je crois que c'est aussi la meilleure façon quand on le vit, de faire bouger sa propre pratique. Donc, merci encore. N'hésitez pas si vous avez des dernières questions. Merci Régis.
Je pense que ça va à tous vous faire réfléchir et vous amener à vous dire merci Arabelle, ouais, c'est challengeant, je vous remercie, c'est vraiment l'idée. Merci Mine qui doit filer, aucun problème. Et bah, écoutez, et comme vous l'avez vu, hein, si je reprends en résumé, l'aspect client, l'aspect service productisé, l'aspect conduit du changement sur les ressources qu'on a évoquées, et puis toute la chaîne marketing et commercial et l'organisation pour bouger sur le nombre d'ateliers individuels et collectifs sur Bambou. Donc en fait, les 7 ateliers sont les ateliers en groupe, d'accord, de 2 heures, et on a dans l'offre entre ces ateliers des coachings individuels. Donc on aura 7 ateliers visio en groupe et un atelier individuel entre chaque session, ce qui va vous faire un équivalent de 7 fois 2 heures plus 7 fois 1 heure, d'accord. Donc c'est vraiment l'idée, c'est que vous ayez aussi des éléments en individuel. En tout cas, merci David pour ce retour. Je suis tout à fait d'accord. Ça répond à un véritable besoin et aussi une opportunité pour les sociétés de conseil qui aujourd'hui sont challengées sur les tarifs, sur le taux d'occupation, sur beaucoup d'éléments de leur business model. Et pourtant, ce métier, comme je l'ai dit, est tellement passionnant que ça vaut le coup de trouver une autre façon de le faire et de continuer à ce qu'il reste passionnant. Merci Laurent. À bientôt. Très bonne fin d'après-midi à vous tous. N'hésitez pas à partager, on vous enverra le replay. Et bah, écoutez, pour les 16 personnes qui sont encore avec nous à 15h05, si vous avez des questions ou d'autres éléments que vous souhaitez connaître, n'hésitez pas à poser vos questions sur cette conclusion de cette session webinar spéciale Société de conseil. Bah donc, merci à tous, vraiment un grand merci. Et puis à très bientôt. On va vous quitter. Merci Cyril, avec plaisir pour en reparler. Et puis, bah écoutez, encore une fois, on reste en contact. Merci Mokhtar. Et puis à très bientôt. Au revoir à tous. Bye.